Les règles et les lois fixent aujourd'hui des limites claires pour les peines, qu'il s'agisse d'une peine de prison à vie qui prive de liberté ou d'amende qui pèse lourdement sur le portefeuille. Mais l'histoire raconte une histoire bien plus sombre. Les peines n'avaient pas seulement pour but de corriger, mais elles tentaient de briser le corps et l'esprit de la manière la plus cruelle possible. La capacité humaine à la cruauté était sans limite, avec des méthodes qui faisaient de chaque respiration un nouveau niveau de souffrance. Voici les peines effrayantes de l'histoire qui vous feront frémir. Numéro 25. Ling Shi. Le Ling Shi, également connu sous le nom de mort par 1000 coupures, était une forme d'exécution utilisée dans la Chine impériale et qui définit véritablement le mot brutal. Imaginez cela. Les condamnés étaient attachés à un poteau en bois, impuissants et immobiles. Le bourreau commençait avec une précision effrayante à couper la chair de la victime morceau par morceau, en commençant par les membres et en travaillant vers l'intérieur. Il ne s'agissait pas seulement de causer de la douleur, c'était une punition qui symbolisait une humiliation totale. L'idée était de retirer à la personne, petit à petit, sa dignité avant qu'elle ne succombe finalement à ses blessures. Toute la souffrance pouvait durer des heures, voire des jours, pendant que le bourreau effectuait des centaines de coupures pour prolonger la douleur et l'horreur. Dans les derniers stades, la victime était souvent tellement défigurée qu'elle était méconnaissable. Il est intéressant de noter que le Ling Shi ne concernait pas seulement les souffrances physiques, on croyait aussi qu'il affectait l'âme et empêchait la victime de trouver la paix dans l'au-delà. Cette pratique était si cruelle qu'elle fut finalement interdite en 1905. Numéro 24. Scaphisme. Le scaphisme, également connu sous le nom des bateaux, était une méthode d'exécution originaire de l'ancien Perse. Elle était conçue pour être aussi douloureuse et humiliante que possible. La victime était placée dans deux troncs d'arbres évidés, la tête, les mains et les pieds au dépassant. On la nourrissait de force avec du lait et du miel. Cela semble agréable, non? Faux. Le mélange causait une diarrhée sévère qui, associée au miel appliqué sur le corps de la victime, attirait une nuée d'insectes. La victime était ensuite exposée dans un étang ou un marécage, où elle ne pouvait ni bouger ni s'échapper. Les insectes, attirés par l'odeur et le miel, commençaient à dévorer la chair exposée de la victime. Pendant des jours, parfois même des semaines, la personne était lentement dévorée, vivante par les insectes, souffrant d'infections, de déshydratation et de la douleur inimaginable d'être engloutie par des milliers d'insectes. Numéro 23. La torture par les rats. La torture par les rats est l'une de ces peines qui vous glacera le sang rien qu'à l'idée. La torture par les rats remonte à l'Antiquité et a été effrayablement utilisée jusqu'au XXe siècle sous diverses formes. Cette méthode apportait des souffrances physiques et psychologiques à un tout nouveau niveau. Le concept était terriblement simple. Un rat vivant et affamé était placé dans une cage, ou un pot sur le ventre nu ou la poitrine nue de la victime, puis de la chaleur était appliquée sur le récipient. Lorsque la température montait, le rat désespéré, cherchant à s'échapper par le seul tissu mou qu'il trouvait, la chair de la victime commençait à creuser. Cette pratique grotesque était largement répandue pendant la révolte néerlandaise du XVIe siècle, le leader néerlandais, Diederik Sonoy, l'utilisant fameusement contre des prisonniers espagnols. Le simple fait de voir la cage posée sur leur corps suffisait souvent à faire avouer même les soldats les plus coriaces. Mais l'horreur ne s'arrêtait pas là. Des méthodes similaires étaient utilisées dans l'Allemagne médiévale, où des rats étaient forcés de ramper dans le corps des victimes par des plaies ouvertes. Même dans les années 1970, le dictateur chilien Augusto Pinochet a été accusé d'utiliser des rats dans des formes grotesques de torture sexuelle contre des prisonniers politiques. Numéro 22. L'écorchage. Une autre des punitions terrifiantes de l'histoire qui vous retourneront l'estomac est l'écorchage, c'est-à-dire l'arrachage vivant de la peau d'un être humain. Cela peut sembler quelque chose sorti d'un film d'horreur, mais c'était en réalité une méthode de punition très réelle et cruelle, utilisée à travers l'histoire. Cette pratique douloureuse était souvent réservée à ceux accusés de crimes graves ou de haute trahison. Le processus lui-même était aussi terrifiant qu'il en avait l'air. Le bourreau commençait par les extrémités et enlevait lentement la peau du muscle et des tissus sous-jacents, centimètre par centimètre,
dans une douleur insupportable. Les Aztèques, connus pour leurs pratiques rituelles, pratiquaient l'écorchage dans le cadre de leurs cérémonies religieuses. La peau des victimes sacrifiées était souvent portée par les prêtres, croyant que cela permettait de transférer le pouvoir de la victime. Dans la Perse antique, l'écorchage était utilisé comme un moyen de faire une déclaration politique, les corps écorchés des criminels ou des ennemis capturés étant exposés publiquement pour avertir les autres. Le processus pouvait durer des heures, la victime endurant des douleurs inimaginables jusqu'à ce qu'elle meure soit de choc, soit de perte de sang, soit d'infection. Numéro 20 et 1. Le taureau de bronze. Le taureau de bronze est considéré comme l'un des instruments de torture les plus notoires de l'histoire, conçu avec un mélange terrifiant de cruauté et de créativité. Dans la Grèce antique, vers 570 avant notre ère. JCC, l'artisan en bronze Périlos, présenta cet appareil effrayant au tyran Phalaris d'Akragas. Le taureau, entièrement fabriqué en bronze, était creux à l'intérieur et comportait une ouverture pour y mettre la victime. Une fois à l'intérieur, victime était scellée et un feu était allumé sous le taureau. Au fur et à mesure que le métal chauffait, la victime était lentement rôtie à mort, ses cris étant dirigés à travers des tuyaux pour imiter le mugissement d'un taureau. L'appareil n'était pas seulement un moyen d'exécution, mais aussi une forme de divertissement cruel. L'héritage terrifiant du taureau de bronze a perduré comme un symbole de tyrannie et de terreur, jusqu'à ce qu'il soit finalement détruit ou caché après la chute de Phalaris. Numéro 20. Le brisement de la roue. Le brisement de la roue, également connu sous le nom de roue de Catherine, était une méthode barbare d'exécution largement utilisée en Europe pendant des siècles. Les victimes étaient souvent attachées à la roue et leurs membres étaient systématiquement brisés à l'aide d'un lourd barreau de fer avec des os brisés à plusieurs endroits. Dans certains cas, les membres brisés étaient passés à travers les rayons de la roue, laissant la victime mourir lentement de choc, de perte de sang ou de gelure. La roue était ensuite soulevée sur un poteau pour exposer la victime mourante ou morte comme un avertissement cruel pour les autres. Un cas particulièrement notoire concernait Peter Niers, un tueur en série allemand. En 1581, il subit 42 coups sur 2 jours qui brisèrent systématiquement ses membres, de ses chevilles jusqu'en haut, avant qu'il ne soit découpé vivant. Malgré sa brutalité, cette méthode fut utilisée jusqu'au XIXe siècle. Numéro 19. Peine forte et dure. Peine forte et dure, qui signifie en français « punition forte et dure », était une forme brutale d'exécution utilisée dans l'Angleterre médiévale. Elle était normalement destinée à ceux qui refusaient de plaider coupable ou non coupable. Le processus était aussi effrayant que lent. L'accusé était déshabillé, allongé sur le sol et attaché au coin de la pièce avec des cordes. Ensuite, des pierres lourdes et des fers étaient déplacés sur sa poitrine, le poids augmentant progressivement jusqu'à ce que la personne accepte de plaider ou meure sous la pression écrasante. La souffrance pouvait durer des heures, voire des jours, l'accusé endurant une douleur immense pendant que le poids écrasait son corps. Cette méthode fut utilisée pour la dernière fois en Angleterre en 1741 et finalement abolie en 1772. Un cas particulièrement célèbre concernait Margaret Clitheroe, qui mourut en 1586 parce qu'elle refusait de plaider afin de protéger sa famille. Numéro 18. L'aigle de sang. L'aigle de sang était une méthode rituelle d'exécution associée aux Vikings. Selon les sagas et les rapports historiques, le dos de la victime était ouvert, les côtes brisées et tirées vers l'extérieur pour ressembler à des ailes. Les poumons étaient ensuite tirés à travers l'ouverture et placés sur les côtes, créant l'apparence d'un aigle déployé. Cette torture était supposée être appliquée aux ennemis ou à ceux ayant commis des crimes graves. Elle représentait à la fois une punition et une humiliation de la manière la plus douloureuse. Bien que certains historiens remettent en question l'authenticité de l'aigle de sang, il reste l'une des punitions les plus terrifiantes attribuées à l'ère viking. Numéro 17. La couronne de la fiancée du criminel. Au Moyen Âge, il n'était pas seulement conseillé de garder le silence, mais cela était imposé par un fer froid et dur. Cela a conduit à la cloche des querelleuses, un outil tordu conçu pour réduire au silence les femmes bavardes ou rebelles. Ce dispositif métallique ressemblait à une cage qui entourait la tête,
avec un mort inséré dans la bouche pour réprimer la parole. Si la porteuse osait parler, des épines sur le mort percèrent sa langue, la forçant au silence par la douleur. Mais la souffrance ne s'arrêtait pas là. La femme était souvent traînée dans les rues et humiliée publiquement. Il ne s'agissait pas seulement de punir, mais de contrôler, de maintenir les femmes sous domination, en les effrayant suffisamment pour les empêcher de s'exprimer. La cloche des querelleuses est tombée en désuétude au XIXe siècle. Numéro 16. La poire de torture. La poire de torture est l'un des instruments de torture les plus grotesques jamais inventés. Ce dispositif métallique en forme de poire était utilisé pour infliger des douleurs insupportables dans les zones les plus sensibles du corps. Il pouvait être inséré dans la bouche, l'anus ou le vagin, en fonction du crime commis. Une fois inséré, la poire était lentement élargie en tournant une vis, ce qui étirait les tissus corporels jusqu'à ce qu'ils éclatent. Cet appareil était souvent utilisé pour punir les blasphémateurs, les adultères et les femmes accusées de sorcellerie. La poire de torture n'était pas conçue pour des punitions rapides, mais pour infliger un maximum de souffrance tout en maintenant la victime en vie, du moins pendant un certain temps. Numéro 15. L'exposition des cadavres. L'exposition des cadavres était une punition qui allait au-delà de la mort, transformant le corps du criminel en un symbole effrayant de la loi et de l'ordre. Après l'exécution, le corps du criminel était placé dans une cage de fer et suspendu dans un endroit public. Là, il pourrissait et était exposé à la vue de tous. Le but? Un avertissement sinistre pour quiconque envisagerait de commettre un crime similaire. Le spectacle d'un corps en décomposition lentement dans sa cage était destiné à effrayer les vivants. L'exposition des cadavres était courante en Angleterre au XVIIIe siècle et était souvent appliquée aux voleurs de route, aux pirates et aux meurtriers. La pratique a été abolie en 1834, mais son aspect macabre hante encore les pages de l'histoire. Numéro 14. Le siège de Judas. Le siège de Judas, également connu sous le nom de tour de Judas, était un instrument de torture cauchemardesque utilisé au Moyen Âge, particulièrement tristement célèbre pendant l'Inquisition espagnole. Imaginez une pyramide en bois ou en métal dont le sommet pointu fait face vers le haut. La victime, attachée par des cordes, était lentement abaissée sur ce pieu, visant à pénétrer l'anus ou le vagin. Le poids du propre corps faisait progressivement enfoncer la pointe plus profondément, causant des douleurs insupportables. Dans certains cas, la torture était intensifiée en attachant des poids aux jambes de la victime, ce qui l'obligeait à s'enfoncer encore plus sur le pieu. Pour rendre l'expérience encore plus insupportable, les tortionnaires balançaient parfois la victime d'avant en arrière, faisant pénétrer la pointe encore plus profondément dans la chair. Ce processus cruel pouvait durer des heures, voire des jours, provoquant de graves blessures internes, des infections et souvent la mort. Le siège de Judas n'était pas seulement une forme de torture physique, mais aussi de souffrance psychologique, car la victime ne savait jamais quand, ni si le martyre prendrait fin. Sa réputation effrayante en fit l'un des instruments de torture les plus redoutés de son époque. Numéro 13. La pluie de plomb. La pluie de plomb peut paraître inoffensive à première vue, ressemblant à un simple outil métallique. Pourtant, cet appareil était d'une cruauté inouïe. Il s'agissait d'une petite sphère métallique perforée, fixée à un long manche, permettant au tortionnaire de la remplir de plomb fondu, d'huile bouillante ou de goudron chaud. Le liquide était versé dans la boule et une fois chauffé, le tortionnaire la secouait au-dessus du corps de la victime. Le liquide brûlant tombait à travers les petits trous et causait de graves brûlures partout où il touchait. Dans certains cas, le plomb fondu était directement versé sur le visage, les yeux ou même dans la bouche de la victime, causant des blessures terribles qui entraînaient souvent une mort lente et douloureuse. La pluie de plomb était un outil polyvalent de terreur utilisé au Moyen Âge dans toute l'Europe pour punir ceux accusés d'hérésie, de trahison ou de nombreux autres crimes. Ces effets étaient dévastateurs, laissant une peau brûlée, des yeux aveuglés et, dans de nombreux cas, une mort atroce. Numéro 12. Cuire vivant. Être cuit vivant peut sembler être un cauchemar, mais pour certains, cela a été une réalité effrayante. Cette punition cruelle a été utilisée dans différentes cultures pour donner un exemple à ceux qui avaient commis des crimes graves. Le processus était exactement ce que le nom suggère.
Le condamné était placé dans une grande marmite remplie de liquide, généralement de l'eau, mais parfois de l'huile ou du métal fondu. Puis, la marmite était chauffée jusqu'à ce que le liquide commence à bouillir. La douleur de cette torture était inimaginable. Pendant que le liquide bouillait et frémissait, il cuisait la victime vivante, provoquant des cloques sur la peau, qui se détachaient progressivement jusqu'à ce que les organes échouent. En Angleterre, cette méthode était utilisée sous le règne du roi Henri VIII, particulièrement contre ceux accusés de meurtre par empoisonnement. La cuisson était un processus lent et prolongé, visant à maximiser la souffrance et à effrayer tous les spectateurs. Elle servait de mise en garde brutale pour ceux qui osaient défier la loi. Numéro 11. Empalement. L'empalement est une punition qui définit véritablement le mot cruel. Cette méthode, rendue célèbre par Vlad l'Empaleur, consistait à traverser le corps de la victime avec un grand pieu aiguisé. Mais ce n'était pas une mort rapide. Le pieu était soigneusement inséré par l'anus ou le vagin, en veillant à ce qu'il ne touche pas immédiatement les organes vitaux. L'objectif était de prolonger la souffrance de la victime. Le pieu était ensuite dressé verticalement, de sorte que la victime glissait lentement vers le bas, tandis que la gravité l'attirait vers le bas. La mort pouvait durer des heures, voire des jours, pendant que le pieu perforait progressivement plus d'organes. Vlad, l'empaleur utilisait cette méthode pour terroriser ses ennemis et empaler des milliers de personnes afin de maintenir sa réputation redoutable. L'horreur de l'empalement n'était pas seulement la douleur, mais aussi la souffrance psychologique de voir d'autres subir le même sort, tout en sachant que l'on pourrait être le prochain. Numéro 10. Traînage sous la coque. Le traînage sous la coque était un véritable cauchemar pour les marins des XVIIe et XVIIIe siècles. Cette punition maritime consistait à lier la victime à une corde qui passait sous la coque du navire. La victime était ensuite jetée par-dessus bord et traînée sous la coque du navire couverte de coquillages et de bernacles. Pendant qu'ils étaient traînés, les coquilles tranchantes arrachaient leur peau et laissaient des blessures profondes et sanglantes. Beaucoup de victimes se noyaient avant d'être remontées, et celles qui survivaient souffraient souvent de blessures graves et d'infections. Le traînage sous la coque était une méthode pour maintenir une discipline stricte à bord des navires et servait d'exemple effrayant pour ceux qui osaient défier les ordres. Bien que cela ne se produisait pas aussi fréquemment que d'autres punitions, sa nature cruelle en faisait l'une des plus redoutées. Numéro 9. Être cousu dans un cheval mort. Être cousu dans un cheval mort est aussi effrayant que cela en a l'air. Le processus commençait par la fracture des membres de la victime pour empêcher toute possibilité d'évasion. Cette étape brutale rendait la victime complètement immobile. Ensuite, elle était violemment placée dans le cadavre d'un cheval mort. Pour augmenter encore l'horreur, la victime était cousue dans le ventre du cheval, la piégeant dans une prison en décomposition. Comme si la captivité et les os brisés ne suffisaient pas, le cadavre du cheval était ensuite laissé à pourrir dans la nature, souvent juste en dehors des limites de la ville. Cela exposait la victime aux éléments impitoyables et aux charognards de la faune, chacals, chiens sauvages, loups et vautours, selon la région. Ces prédateurs pouvaient manger la victime vivante si elle n'était pas déjà morte, étouffée par les vapeurs toxiques du cheval en décomposition. Les origines de cette punition remontent au début du christianisme, notamment en lien avec les atrocités contre les martyrs chrétiens sous l'empereur Néron. Un récit similaire se trouve dans les archives grecques antiques où une assemblée discute de la méthode la plus cruelle pour tuer une femme chrétienne. Ils décidèrent de la coudre dans un âne mort, en laissant sa tête à l'extérieur. Numéro 8. Pendaison, écartèlement et quartering. La pendaison, l'écartèlement et le quartering étaient la punition ultime pour trahison au Moyen-Âge en Angleterre. Elle était réservée à ceux qui osèrent trahir le trône. Le processus était aussi brutal que long. Tout d'abord, le condamné était traîné sur un chariot jusqu'au lieu d'exécution, un voyage déjà humiliant et douloureux. Une fois arrivé, il était pendu par le cou, mais retiré avant la mort, le laissant dans une souffrance insupportable. Le bourreau l'éviscérait ensuite pendant qu'il était encore vivant, brûlant ses entrailles sous ses yeux. Enfin, le corps était découpé en morceaux, chaque membre étant envoyé à différents endroits du pays pour servir d'avertissement aux autres. Les têtes étaient souvent exposées sur des pics à des endroits emblématiques.
comme le pont de Londres. Cette punition servait de puissante dissuasion et garantissait que toute personne envisageant de commettre une trahison y réfléchirait à deux fois. Numéro 7. Le dispositif de torture. Le dispositif de torture était un appareil conçu pour maximiser la souffrance et extorquer des aveux même des prisonniers les plus résistants. Cet instrument infâme était constitué d'un cadre en bois avec des rouleaux aux deux extrémités. Les poignets et les chevilles des victimes étaient attachés à ces rouleaux, et tandis que le bourreau faisait tourner les rouleaux, le corps était douloureusement étiré. Plus les rouleaux tournaient, plus les articulations, les ligaments et les muscles étaient sollicités. Dans les cas extrêmes, les membres des victimes pouvaient se disloquer ou même être arrachés. Le dispositif de torture était également une arme psychologique qui brisait la volonté de ceux qui le subissaient. La peur du dispositif suffisait souvent à faire avouer aux prisonniers des crimes qu'ils n'avaient pas commis, juste pour stopper la douleur. Cet appareil est devenu un symbole de la cruauté médiévale et était largement utilisé pendant l'Inquisition et d'autres périodes de turbulences religieuses et politiques en Europe. Numéro 6. Le strappado. Le strappado était une méthode de torture qui semblait presque trompeusement simple, mais qui avait des effets dévastateurs. Les mains de la victime étaient attachées derrière le dos et elle était soulevée du sol par une corde fixée à ses poignets. Le simple poids de son propre corps, tirant sur ses bras, causait souvent des douleurs insupportables, les épaules disloquées étant une conséquence fréquente. Cette méthode visait non seulement à infliger des douleurs physiques, mais aussi à briser l'esprit. Dans certains cas, les tortionnaires ajoutaient des poids aux pieds de la victime pour intensifier les souffrances. Dans des variantes plus brutales, connues sous le nom de squassation, la victime était brusquement lâchée pour être ensuite remontée avec la corde, ce qui causait d'autres blessures aux articulations et aux muscles. Célèbre pour son utilisation pendant l'Inquisition espagnole, le strappado fut également utilisé contre des prisonniers politiques comme Niccolò Machiavelli. Il souffrit de cette technique cruelle pendant sa détention en 1513. Avant de continuer, voici le choix d'aujourd'hui des abonnés. L'image poignante que vous voyez nous ramène à une époque où la justice se faisait avec cruauté et honte publique. Les trois femmes, les mains attachées derrière le dos, sont probablement préparées à une punition qui les plierait en deux, le strappado. Cette méthode brutale consistait à soulever les victimes dans les airs par leurs poignets, ce qui causait souvent des douleurs insupportables et des épaules disloquées. Bien qu'elle ne fût pas exclusivement destinée aux femmes, c'était un destin effrayant pour celles qui étaient accusées de crimes ou simplement de déviance des normes sociales. Mais ce n'était pas la seule forme de torture et d'humiliation auxquelles les femmes étaient soumises. Il y avait d'autres punitions terrifiantes dans l'histoire qui nous laissent écœurés. Une autre méthode notoire était le stuck, un appareil qui fixait les pieds et parfois aussi les mains de la victime, les exposant ainsi à l'humiliation, aux moqueries et même au mauvais traitement physique de la part des passants. Pour les femmes, cette punition était non seulement une souffrance physique, mais aussi une humiliation de la manière la plus publique qui soit. Il y avait aussi la chaise de submersion, souvent réservée aux femmes accusées de sorcellerie ou de trop grandes verbes. Attachées à une chaise, ces femmes étaient plongées à plusieurs reprises dans de l'eau froide et trouble, une punition pouvant conduire au choc ou même à la mort. Ces méthodes étaient conçues non seulement pour punir, mais aussi pour contrôler et soumettre, reflétant les dures réalités d'une époque où l'absence de clémence était la norme. Que pensez-vous de ces pratiques brutales? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Numéro 5. La machine à manivelle. La machine à manivelle n'impliquait peut-être pas de violence physique, mais c'était une forme de torture qui éreintait l'âme. Elle fut inventée au XIXe siècle comme un outil punitif dans les prisons britanniques, consistant en un appareil obligeant les prisonniers à tourner une manivelle encore et encore, souvent 1000 fois par jour. À l'intérieur de la machine se trouvait un tambour rempli de sable ou d'autres matériaux, générant une résistance lorsque le prisonnier tournait. La tâche était monotone, épuisante et semblait sans fin, conçue pour briser l'esprit par la simple fatigue. Les prisonniers ne remplissant pas leur quota quotidien étaient soumis à d'autres punitions, ce qui faisait de la machine à manivelle non seulement un outil d'épuisement physique, mais aussi de souffrance psychologique.
C'était une punition qui faisait du temps une arme, usant ceux qui y étaient soumis par l'espoir déchu de leur tâche. Numéro 4. Exécution par éléphant. L'exécution par éléphant était une forme de peine capitale pratiquée en Asie du Sud et du Sud-Est, où les éléphants étaient entraînés à effectuer des exécutions publiques. Ces puissants animaux étaient utilisés pour écraser, mutiler ou même décapiter les prisonniers condamnés. Cette méthode était à la fois un spectacle et une forme d'exécution, attirant de grandes foules venues observer la puissance terrifiante de ces créatures. Dans certains cas, les éléphants étaient formés pour retarder l'exécution, causant ainsi de la torture avant le coup fatal final. Les éléphants étaient capables d'écraser des os et des crânes d'un seul pas, ou pouvaient être dirigés pour utiliser des lames fixées à leur défense afin de découper la victime. Cette méthode visait non seulement à donner la mort, mais aussi à démontrer le pouvoir absolu du souverain. L'exécution par éléphant était un rappel dramatique et effrayant des conséquences de l'ignoration de l'autorité. Numéro 3. Ponaculi. Dans la Rome antique, le crime de parasitisme, où une personne tuait son père, sa mère ou un proche parent, était considéré comme l'un des actes les plus abominables. La peine consistait à être cousu dans un sac en cuir, accompagné d'un groupe d'animaux vivants, un chien, un singe, un coq et un serpent. Après avoir été enfermé avec ces animaux terrifiés, le sac était sans cérémonie jeté dans un fleuve, de sorte que le criminel se noyait au milieu des convulsions désespérées de ses compagnons involontaires. Mais il ne s'agissait pas simplement d'une collection aléatoire d'animaux. Chaque animal était choisi en raison de sa signification symbolique dans la culture romaine. Le serpent, souvent une vipère, était connu pour tuer ses parents à la naissance, symbolisant le crime commis. Le chien, considéré comme un animal impur et enragé, représentait la honte. Le coq symbolisait la violence, et le singe, une moquerie de la vie humaine, représentait la folie. Au fil des ans, cette punition sombre a pris diverses variantes. Sous le règne de l'empereur Hadrien, les animaux dans le sac furent normes standardisées, et la pratique resta pendant des siècles une punition redoutée. Bien que la Ponaculi ait finalement perdu sa popularité, elle connut une résurgence dans l'Allemagne médiévale, où elle fut adaptée avec différents animaux, et le sac était fabriqué en lin, absorbant pour s'assurer que le condamné se noyait plutôt que d'étouffer. Numéro 2. Oubliette. Une oubliette n'est pas simplement une prison, c'est un puits de désespoir, une cellule conçue pour faire disparaître ces prisonniers du monde. Le mot lui-même provient du verbe français « oublier », signifiant « oublier », et c'est exactement ce qui arrivait à ceux qui étaient jetés dans ce terrible trou. Contrairement aux prisons traditionnelles, une oubliette était souvent rien d'autre qu'un étroit puits vertical, caché sous une trappe. Une fois que la victime était descendue dans ce trou exigu et sans fenêtre, elle était oubliée et mourait lentement dans l'obscurité totale. Le design de l'oubliette était sa caractéristique la plus sinistre. Typiquement, elle était si étroite que le prisonnier ne pouvait ni s'asseoir confortablement, ni se coucher. Le plafond, à quelques centimètres au-dessus de la tête du prisonnier, amplifiait l'horreur claustrophobique. Ces fosses étaient souvent sans lumière, nourriture et parfois même sans eau, ce qui entraînait une lente mort par faim, déshydratation ou pure folie. Dans certains cas, les oubliettes étaient équipées de pieux au fond, s'assurant que chaque faux pas empalait le prisonnier. Parfois, les prisonniers étaient laissés pendant des jours, pour être ensuite récupérés et soumis à de nouvelles tortures. Ces sombres cellules étroites étaient fréquemment utilisées dans l'Europe médiévale, notamment dans les châteaux, conçus à la fois pour la défense et pour l'application d'une justice cruelle. Numéro 1. Bastinado. Le bastinado est une forme de punition qui se concentre sur les plantes des pieds, une zone extrêmement sensible. Cette méthode, appliquée dans diverses cultures de l'histoire, consistait à frapper les pieds avec un bâton ou une canne. Les victimes étaient souvent maintenues immobiles et les coups répétés causèrent des douleurs intenses, des gonflements et parfois des lésions à long terme. La simplicité du bastinado en faisait une forme courante de punition physique, particulièrement au Moyen-Orient et en Asie. Elle n'était pas seulement utilisée comme moyen de punir, mais aussi comme méthode pour extorquer des aveux ou des informations des prisonniers. La douleur causée par le bastinado est extrêmement intense, car les pieds contiennent de nombreuses terminaisons nerveuses, rendant chaque coup insupportable.
Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.